À l'eau de rose et de vaisselle de Sandra Ganval, lu par Sandra Ganval. Chapitre 1. Tristesse sans larmes. J'ai fini par m'assoupir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, les aiguilles phosphorescentes du réveil sur la table de nuit m'ont indiqué qu'il était 3 heures du matin. Je savais d'avance qu'il m'en faudrait laisser filer des minutes avant de parvenir à retrouver un semblant de sommeil. Durant l'année qui avait suivi la mort de mes parents, lorsque j'avais 15 ans, j'avais souffert d'insomnie. Passé cette période difficile, les nuits blanches étaient devenues mes compagnes de soucis, de préoccupations, justifiées ou non. Je décidai de me lever, j'enfilai mon peignoir et sortis dans le couloir. N'osant pas allumer, mais me méfiant de ma maladresse, j'avançai à petits pas vers le grand escalier que je descendis en me retenant à la rampe. J'avais envie d'un thé brûlant, à la menthe de préférence, et, par-dessus tout, je rêvais de me fumer un petit joint. Si j'avais un doute sur la réalisation de mon premier souhait, il était certain que le second resterait en l'état. J'avais laissé mon attirail à la maison. J'étais trop bouleversée pour penser que cela m'aurait été d'un précieux secours. J'étais encore sous le choc de la nouvelle. J'étais ailleurs. Je n'y croyais pas. Je n'avais pas pleuré. Je n'y étais pas parvenue. Mon corps continuait à fonctionner normalement. J'avais peut-être plus faim que d'habitude, comme si sentir mon ventre plein me rassurait. Arrivé au bas de l'escalier, j'appuyais sur l'interrupteur afin de trouver le chemin jusqu'à la cuisine de cette maison inconnue. Durant la journée, je l'avais située à l'odorat, mais je n'avais eu aucune raison de m'y rendre. À cette heure tardive, il n'y avait pas de fumée pour m'aider à m'orienter. J'ouvris plusieurs portes avant de l'atteindre, après avoir traversé ce qui devait représenter environ 2 fois la superficie de l'appartement que je partage. 80 mètres carrés tout de même. Spacieuse, trop spacieuse, toute de bois, d'inox, de blanc lumineux, de volutes de fumée. Près d'une bouteille de whisky et d'un verre à moitié plein, un cendrier en cristal, posé sur un plan de travail, débordait de cendres et de mégots. En voyant mon hôte debout devant la fenêtre ouverte, fumant avec avidité, je regrettais de ne pas être restée à tourner en rond dans ma chambre. Ou alors, plutôt que de descendre, j'aurais pu, à la rigueur, aller vérifier que la petite dormait bien. Décidément, je n'avais pas de réflexe maternel. Je ne pense pas qu'il m'entendit pénétrer dans la pièce, et sur l'instant, je ne sus pas comment lui indiquer ma présence. Il ne s'était pas couché. Il était vêtu de noir, un pantalon à pinces et un pull léger, suffisamment près du corps pour marquer sa carrure sportive. La courbe de ses épaules m'émut. J'y découvris une sorte de vulnérabilité que je n'avais pas encore trouvée à un homme. Pourtant, il les avait larges, imposantes. Gêné, je tout sautai enfin, bêtement. Il ne sursauta pas. Il se retourna. J'espérais qu'il parlerait le premier. Malgré son calme apparent, je perçus sa surprise. Ses yeux étaient rouges et cernés. Combien de verres avait-il bu ? Il avait l'air épuisé. Lui arrivait-il, en plus de boire, d'avoir recours à des substances illicites comme moi ? À l'évidence, ma présence le dérangeait. Il se mit à me regarder en plissant les yeux comme si j'étais un petit insecte dont il se demandait quelle pouvait être l'utilité. C'est peu de dire que cet homme me faisait de l'effet. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi impressionnée par quelqu'un d'autre. Ce qu'il dégageait m'attirait et me donnait envie de m'enfuir à la fois. Cela ne datait pas d'aujourd'hui. Il créait chez moi un véritable malaise, autant physique que mental. J'éprouvais des difficultés à penser en sa présence et, parfois, je me mettais à transpirer de manière excessive. Je crois que cela s'apparente à une forme de fascination. J'avais l'impression qu'il pourrait faire de moi ce qu'il voulait, s'il décidait de faire quelque chose de moi. Je me sentais oie blanche, adolescente attardée lorsqu'il était dans les parages. Ce n'était pas de l'amour, j'avais déjà été amoureuse. Cela ne m'angoissait pas, cela me rendait euphorique. Non, c'était la vague sensation d'être en présence d'une personne qui, pensais-je, fantasmais-je ?
serait capable de me faire découvrir des aspects de ma personnalité que je ne soupçonnais même pas. Je peux vous prendre une cigarette, demandai-je pour me donner une contenance. Bafouillai-je, serait d'ailleurs un terme plus exact. Il n'en restait qu'une dans le paquet qu'il me tendit. Il approcha la flamme de son briquet. Il avait des gestes assurés, déterminés, et je m'en sentais d'autant plus empotée. Il ne souriait pas facilement, et je ne me souvenais pas de l'avoir un jour entendu rire. Pas du tout mon genre, somme toute. Je tirai une chaise et m'assis. Je ne souhaitais pas qu'il se sente obligé de me faire la conversation. Peut-être, me dis-je, qu'en le croisant plus d'1 ou 2 fois par an, le mythe ne résisterait-il pas. Peut-être mes fantasmes débiles s'évanouiraient-ils. La nicotine me fit du bien, mais j'aurais préféré que s'y mêle l'ivresse de la marijuana. Je fermai les yeux en aspirant la fumée avec un plaisir évident. En les rouvrant, je m'aperçus qu'il m'observait avec intérêt, ce qui veut dire avec un truc sexuel dans le regard. Je ne suis pas sûre d'être belle, mais en tout cas, je n'ai jamais manqué d'attention masculine. J'en joue comme toute femme qui se sait un tant soit peu séduisante. Là, les circonstances me déstabilisaient. Ce n'était pas le moment. Cela me paraissait indécent. Je me raidis. Puis je pensais que je devais me faire des idées. Mais non, il me détaillait bel et bien de la tête aux pieds. Je portais un pyjama en coton à rayures roses et blanches sous mon peignoir ouvert. Par habitude, je n'avais pas attaché les 2 premiers boutons, et mon décolleté était un peu trop décolleté, réalisai-je soudain. Et son regard s'arrêtait à ce niveau de mon anatomie, la naissance de mes seins. Charmant. Fascination, tu parles. Quel porc, ce type! Je sentais la colère monter en moi. L'idée de me rajuster me semblait ridicule. « Vous ne vivez pas seul à Paris, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en poursuivant son examen de ma personne. Sa voix avait une intonation déplaisante à mes oreilles. Il s'était calé sur le rebord de la fenêtre. Il était en alerte. Son visage avait changé. Il avait retrouvé une certaine énergie, comme si ma présence le stimulait. Il avait envie de jouer avec moi, de me provoquer. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'était la première fois en 10 ans que nous avions une vraie conversation et qui plus est, abordant des sujets personnels. Nous nous rencontrions parfois lors des fêtes d'anniversaire qu'organisait Lisa. Il se montrait poli avec moi, mais renfermé, distant. Le peu d'informations glanées à son sujet, je les tenais de ma sœur, de mon beau-frère, dont il avait été le meilleur ami, et de quelques rares articles, dans des journaux à scandale. Incapable de résister, je jetai un œil à des encarts sordides illustrés de photos prises à l'arraché. J'avais diagnostiqué un syndrome du collectionneur, célibataire endurci et homme à femme. La question me prit au dépourvu. Pourquoi, demandai-je à mon tour en fronçant les sourcils. Il devait savoir que je vivais avec Tom. Je me levai pour écraser ma cigarette en évitant de trop me pencher. L'odeur du whisky me chatouilla les narines, mais je n'étais pas amatrice de ce type de breuvage. J'étais plutôt réputée pour mon imagination en matière de cocktails explosifs. « C'est votre amant en titre, n'est-ce pas ? Y en a-t-il d'autres ?» La formulation me parut désuète et me fit rire. Je le trouvais enfin sympathique, mais son but n'était pas de m'amuser. Pourquoi je répondrais à ce genre de questions ? Vous êtes très indiscret. Il posait des jalons, et si son visage se détendit, il ne rit pas avec moi. Effectivement, je suis curieux. Et vous, attaquai-je, tout en trouvant notre conversation surréaliste vu les circonstances. Vous avez une maîtresse en titre ou plusieurs ? Devinez. J'ai lu dans un magazine que je ne citerai pas que vous avez un goût prononcé pour les prostituées de luxe. Il parlait même d'une menace de procès, dis-je sans réfléchir. À ma grande surprise, il éclata de rire, un rire franc, sonore, qui, lorsqu'il cessa, avait métamorphosé son visage. Vous lisez ce genre de torche-cul, vous me surprenez. Par hasard, c'est par hasard que je suis tombée là-dessus, chez le dentiste, dis-je avec trop d'énergie. Mais de toute façon, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez avec qui vous voulez. Merci, répliqua-t-il ironique. C'est vrai qu'il m'est agréable de payer une jolie fille pour me procurer du plaisir pendant quelques heures. Aucune contrainte, elle fait ce qu'elle a à faire, elle le fait bien. Et une fois que c'est fini, je n'en entends plus parler. J'aime les échanges de bons procédés, Laura. Pas vous ?
Je ne me suis encore jamais payé un homme, répondis-je d'un ton songeur, mais je ne pourrais pas faire un truc pareil. Je suis contre toute forme de prostitution. Il s'agissait de jeunes femmes tout à fait consentantes. De plus, elles sont remarquablement rétribuées pour leur service. Oui, mais c'est forcément dégradant. Vous pensez que coucher avec moi est un acte dégradant? Vous savez très bien ce que je veux dire, c'est le principe qui me gêne. Effectivement, il est plus agréable de ne pas payer, mais parfois, définir des règles précises dès le départ évite tout malentendu. Vous n'imaginez pas à quel point certaines femmes sont convaincues qu'une nuit au lit avec moi va les conduire tout droit à l'hôtel. Prétentieux, pensais-je, si tu n'avais pas autant de fric. Vous êtes contre le mariage? Je ne suis ni pour ni contre, je ne souhaite pas être épousée par intérêt. Vous avez une personnalité suffisamment forte pour que l'on ne soit pas tenté de vous épouser à la légère. Je pense que si vous ne vous êtes pas marié et que vous avez des relations avec des call girls, c'est parce que c'est certainement pour une autre raison que la crainte de vous faire piéger. Vous jouez les psys? Voulez-vous que je vous parle de mon enfance? Demanda-t-il sur un ton narquois. Pourquoi pas? On se connaît entre guillemets depuis des années, mais je ne sais rien de vous. Au fait, j'étais descendue pour me faire du thé. Vous vous y retrouvez dans cette immense cuisine? Pas d'alcool? Me demanda-t-il en désignant la bouteille. Je secouai la tête en signe de dénégation. Il vida son verre cul-sec, le reposa, en ajoutant sur un ton sibyllin. Je peux trouver de quoi vous préparer du thé, si c'est tout ce que vous souhaitez. Je préférais ne pas relever cette remarque lourde de sous-entendu. J'étais assez flattée qu'il me fasse des avances, même sous ce mode moqueur. Jusqu'ici, j'avais eu le sentiment que j'étais pour lui transparente. Je crois qu'il était légèrement ivre. Je le découvrais accessible. Il sortit d'un placard une bouilloire électrique à la ligne fuselée ainsi qu'une boîte de thé Earl Grey en vrac, une théière en porcelaine et les tasses assorties. J'avais oublié mon thé à la menthe. Je ne ratais aucun de ses gestes. C'était très curieux de le voir s'activer ainsi dans une cuisine. Ce n'était pas le genre de personne que l'on imaginait dans ce type de pièce. Il n'était pas beau ni charmant. Il était très masculin, félin, sexy, attirant, et cela faisait partie de lui. Malgré une certaine froideur, un côté un peu empesé, il avait une personnalité charismatique. Il inspirait la crainte et le respect. Son discours sur les prostituées en était d'autant moins convaincant. Pour tout dire, je le soupçonnais d'avoir des mœurs sexuelles un peu particulières. Je l'observais avec une attention croissante, espérant bêtement en apprendre davantage sur sa personnalité, à sa façon de verser l'eau bouillante dans la théière. Il avait de grandes mains nerveuses aux doigts noueux, et je ne pus m'empêcher de les imaginer. Honte sur moi, je m'en voulais. Je m'en voulais d'avoir ce genre d'idée. J'aurais dû avoir l'âme en peine, les pensées immergées dans la douleur. Et non, je fantasmais sur la façon dont cet homme caressait une femme, me caresserait. Je réalisais à quel point Lisa et moi nous étions éloignés l'une de l'autre durant ces dernières années. Elle était ma sœur aînée, ma sœur adorée. Je n'entendrais plus sa voix joyeuse, chantonnant mon prénom au téléphone. Réglée comme une horloge, elle m'appelait tous les 15 jours. Nos conversations étaient stéréotypées. Nous parlions d'elle, de David, son mari, d'elle et de David, de Samantha, leur fille. Puis nous parlions de moi, de mon boulot, de ma création avec un grand C ou un petit, selon les contacts du moment. De mes soucis d'argent. Ma sœur était la personne la plus généreuse du monde. À milieu de me culpabiliser quant à mes difficultés financières récurrentes, elle me proposait à chaque fois de me faire ce qu'elle appelait un petit virement. Et puis, nous parlions aussi de mon dernier chéri en date, ou de mon absence de chéri. Quand nous raccrochions, elle estimait avoir fait son devoir de sœur. Elle le concevait ainsi depuis son mariage. Moi, je savais que je l'avais perdu le jour où elle avait dit oui. 12 ans nous séparaient. J'étais arrivée alors que nos parents ne pensaient plus être à l'origine d'un feu d'artifice procréatif quelconque. Après la naissance de Lisa, ils avaient tenté de faire un deuxième enfant. Ils avaient fini par y renoncer. Et lorsque ma mère était tombée enceinte à près de 44 ans, plutôt qu'un grand bonheur, elle avait eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Mon père était fou de joie. Très pieux, il me voyait comme l'heureuse réponse à ses prières.
Je ressens encore parfois de façon physique l'absence de mon père, son sourire, sa joie de vivre, sa douce ironie dont j'ai hérité. Tout cela est demeuré très vivace en moi. Avec les années, la douleur s'est bien sûr estompée, mais le manque est là, et je tente de m'habituer à l'idée que cette sensation fait partie de moi. Ma mère me manque aussi, mais nous n'avions pas cette complicité, cette espèce de goût du complot qu'elle nous reprochait presque sérieusement. En réalité, je sus que j'avais perdu Lisa bien avant son mariage. Sa façon de parler de ce David nous mit très vite la puce à l'oreille. C'était la première fois qu'elle évoquait un garçon avec autant de fougue. Il devint en quelques semaines, que dis-je, en quelques jours, son centre du monde. Elle était romantique, ma grande sœur. Elle voulait une histoire d'amour du même genre que celle de nos parents, exclusive et passionnée. Sa petite phrase, c'était « Je veux qu'il me regarde comme si le monde lui appartenait ». C'était bien comme cela que mon père regardait ma mère, comme si elle était son univers, ce qui ne signifiait pas que leur relation fût des plus harmonieuses, mais ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Et Lisa avait fini par le trouver, son grand amour. Et pour la première fois, je vis cette lueur fiévreuse dans ses yeux. Je compris ce qu'était la passion, la voyant briller dans le regard de Lisa, sa flamme répondant à celle qui éclairait celui de David, toutes deux s'entretenant mutuellement. Il n'y avait pas de place pour une autre personne entre eux. À mon avis, ils n'auraient pas dû garder l'enfant. Ils étaient trop égoïstes, trop épris l'un de l'autre pour avoir un enfant. Ils s'étaient leurrés, voulant voir en lui la concrétisation de leur amour. Après tout, dans l'imaginaire collectif, la raison d'être d'un couple, n'est-ce pas la reproduction ? Avec ou sans sucre, me demanda-t-il en posant une tasse fumante devant moi. Avec, merci. Non, pas de lait. Je touillais mon breuvage. Vous venez régulièrement à Paris, n'est-ce pas ? Oui, cela m'arrive. Effectivement, plusieurs fois dans l'année, pour affaires. Vous auriez pu prendre contact avec moi. Cela nous aurait permis d'apprendre à nous connaître. J'ignorais que vous envisagiez d'apprendre à me connaître. Il jouait avec le bouchon de la bouteille, hésitant apparemment à se resservir. Je pensais qu'il allait finir par en verser une rasade dans son thé, mais il n'en fit rien. C'est plutôt que, avouai-je soudain, sans l'avoir prémédité, vous m'avez toujours intimidé, mais, il avalait son thé brûlant à petites gorgées rapides. Voilà un homme qui ne devait jamais avoir le temps de perdre du temps. Ça fait partie de votre personnage, non ? Je me tus et le regardai droit dans les yeux. Je ne savais pas encore quelles étaient les limites. C'était un peu comme si j'avais acheté le même quotidien pendant des années au même kiosque, tendant la monnaie exacte au même vendeur, disant de manière stéréotypée « bonjour, merci, au revoir », et m'entendant répondre « bonjour, merci à vous, au revoir », et que, tout à coup, le vendeur s'inquiétait de ma santé, rompant le cercle rassurant de la monotonie de notre non-relation et me laissant bouche bée. Ce fut moi qui détournai les yeux la première. Son regard de négociateur n'était pas soutenable bien longtemps pour la pauvre dilettante que j'étais dans ce domaine. Et quel est mon personnage ? Je me sentis pour la première fois depuis des années jeune, inexpérimentée et pour tout dire, en un seul mot, de plutôt très conne. Le peu d'assurance qu'il m'avait semblé prendre fondait déjà, mais bon. Mon colocataire, qui est aussi la personne à laquelle je fais le plus confiance sur cette terre, dit de moi que ma principale qualité est la suivante. Même dans l'erreur la plus consciente, je ne renonce pas, et parfois mon culot le sidère. Donc, je me raccrochai à ce dernier, étant donné que je ne me voyais pas quitter la pièce ainsi, laissant une question posée sans réponse. Eh bien, comment dire Bon Dieu, tu es cauchemardesque, où as-tu appris à parler ainsi, me dis-je. Il me laissait m'embourber avec une visible délectation. Non mais je ne voudrais pas vous... Allez-y, je vous écoute, dit-il, narquois. Eh bien, repris-je, inquiète de ce qui allait sortir de ma bouche, car je me sentais en phase de manque de contrôle. Vous avez la réputation d'être quelqu'un d'assez froid. Enfin, c'est ce que j'ai lu et c'est aussi la sensation que j'ai toujours eue. Je veux dire, continuer. Il plissait les yeux, curieux de savoir jusqu'où j'étais prête à aller. Je commençais à me tortiller sur ma chaise, signe d'extrême nervosité chez moi, et à me chercher des raisons de lâcher du lest, du style « la moitié de la planète crève de faim, je te le rappelle au cas où tu l'aurais oublié, alors qu'est-ce que tu as à te
torturer le cerveau pour sortir ces 4 vérités à ce type qui ressemble à... Je ne pus m'empêcher de me lever et de commencer à faire ma marche sur place. Un pas en avant, un pas sur le côté, un pas en arrière, comme si j'allais me mettre à danser. Et voilà, je transpirais. Il affichait un rictus amusé en observant mes mouvements. Eh bien, je ne sais pas mentir, alors ne le prenez pas mal. Ma voix s'affermissait au fur et à mesure, car je ne pouvais plus reculer. Je ne m'autorisais pas à reculer, plus exactement. Je trouve que vous avez un petit côté, un énorme en vérité, pensais-je. T2. Il ouvrit de grands yeux. Évidemment, nous n'avions pas la même culture cinématographique. Je l'imaginais se délectant de films américains noirs et blancs des années 50. Casablanca, Le Faucon Maltais, n'importe quoi avec Bogart en personnage principal. Terminator, soufflai-je en pouffant nerveusement de rire. Il était grand temps que je regagne ma chambre et que je passe le reste de la nuit à faire des choses intelligentes. Remplir mon carnet de croquis, par exemple. Terminator! Il leva un sourcil. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Bien, bien, éludai-je, quelqu'un qui parvient toujours à son but et qui ne se laisse embarrasser ni par ses faiblesses, ni par celles des autres. Le prototype du gars qui réussit dans ce monde capitaliste. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser aller dormir. Vous devez être fatigué. Moi, je commence à être épuisée, ajoutai-je en feignant un bâillement et en faisant un pas en arrière. Et vous pensez vous en tirer à si bon compte. Il avait meilleure mine que lorsque j'étais entrée dans la cuisine. Fut tout ce que je trouvais à répondre. Je me rendais bien compte que j'étais allée beaucoup trop loin, mais il était impossible de revenir en arrière. Vous me comparez à une machine, gentiment certes, mais tout de même. Il se leva à son tour. Je pointai le menton, l'air brave. Je posai mes mains sur mes reins, bombant le torse sans m'en rendre compte. Cela l'amena à replonger son regard dans mon décolleté et à me faire grimacer. Puisque nous jouons au jeu de la vérité, je peux moi aussi être sincère et vous dire quel est, selon moi, votre petit côté. Enfin, quels sont vos petits côtés. Je n'y tenais absolument pas. Il fit un pas vers moi, je m'appliquai à rester sur place. Vous êtes provocante, immature, instable et, il se rapprocha encore, j'étais tétanisée. Il sentait l'alcool et le tabac, bien sûr, et un parfum musqué, assez excitant. Mes yeux étaient à la hauteur de ses lèvres lorsqu'elles murmurèrent. Terriblement bandante. Il y eut un blanc dans mon cerveau comme une ampoule qui grille. Je doutais d'avoir entendu ce que j'avais entendu. Il se rapprocha encore, jusqu'à ce que nos corps se touchent, presque. Ses mains ne firent pas le moindre mouvement. Il pencha la tête vers moi et lentement se mit à humer l'odeur de mes cheveux, du sommet de la tête à l'oreille droite, puis revint au sommet de ma tête pour aller vers l'oreille gauche. Son souffle me chatouillait, m'émoustillait. Il descendit vers mon cou, ma nuque. Il ne faisait que cela, me humer en prenant tout son temps, ne me caressant que de sa respiration et de la chaleur qui émanait de sa peau. Étonnée d'en éprouver une excitation si intense, je réagis en m'écartant, comme s'il m'avait brûlé. Je m'éloignai de lui, réussissant à glousser, moqueuse. « Ah, je vois, en plus, vous flairez les femmes ?» Je quittai la cuisine à reculons, heureusement sans me heurter à quoi que ce soit. Il ne souriait pas, ne riait pas. Son visage affichait plutôt une sorte de détermination qui m'atterra. Pour moi, le flirt et le sexe étaient un échange ludique. Pour lui, il s'agissait d'une lutte. L'un des deux devait capituler, et a priori, cela ne risquait pas d'être lui. Je déglutis avec peine. En l'espace de quelques minutes, il avait réussi à me chauffer au point de me faire mouiller ma petite culotte, puis à me refroidir totalement. Une partie de moi disait stop, mais une autre redemandait. Alors que je franchissais le seuil de la porte, il fit quelques pas vers moi. Je pense qu'il vaut mieux en rester là. Ma voix résonna d'une manière très déplaisante à mes oreilles. Elle manquait d'assurance et était même plaintive. Malgré moi, je me demandais s'il avait déjà fait l'amour dans sa belle cuisine, sur cette table où nous avions bu notre thé. Je le pense aussi.
Il fit pourtant un pas dans ma direction. Je mis tout cela sur le compte de l'alcool et une autre pensée insidieuse me vint. Et si c'était ça le remède, mêler nos solitudes pour éviter de réfléchir aux événements, pour oublier la tristesse, pour ne pas remonter dans ma chambre et tourner en rond en me demandant à quel moment les larmes se décideraient à couler. Comme j'avais eu envie d'une drogue douce, j'avais maintenant ce désir de satisfaction sexuelle, une autre forme de paradis, pas artificielle, une fuite sans fioriture. Peut-être les mêmes pensées se bousculaient-elles dans sa tête, qui sait? Mais je refusais de céder à cette nouvelle envie. J'en craignais les conséquences car je n'avais aucun moyen de les appréhender. Je le connaissais trop mal pour cela. « Bonne nuit alors, dis-je d'une voix forte. Je lui tournai le dos et m'enfuis d'un pas rapide. Je réintégrai ma chambre. Je tremblais. Je ne savais pas exactement ce que j'éprouvais, mais me retrouver seule dans cette pièce m'épouvanta. J'avais du mal à respirer et je comprenais que cette conversation suggestive, même si elle était en partie née de l'alcool, trouvait également son origine dans sa volonté de créer une diversion, d'éloigner nos pensées du souvenir de nos morts. Je demeurai aux aguets. Je l'entendis enfin gravir les marches de l'escalier. Il passa devant ma porte sans ralentir, referma doucement la sienne. 10 minutes s'écoulèrent, 20 minutes, 25. Les ondes du contre-coup du choc émotionnel commençaient à m'atteindre. Je tremblais de plus belle et j'avais envie de hurler. Je ne voulais pas de cette douleur. Pas maintenant, pas encore une fois. C'était insupportable. J'ouvris ma porte sans réfléchir et je me précipitai vers la sienne. J'eus une vague hésitation. Je frappai, me sentant obligée de m'annoncer, l'autre main sur la poignée que je fis tourner sans attendre de réponse. La fenêtre ouverte laissait passer une brise. Vêtu d'un bas de pyjama, il était assis sur son lit, prêt à se coucher. Une lampe de chevet répandait une lumière délicate, et la scène me fit penser à un tableau. Je fixai ses pieds nus en m'approchant du lit. Il avait l'air vulnérable. J'étais incapable de prononcer le moindre mot. Je me lovai contre lui en un mouvement enfantin. Mon poids le fit basculer en arrière, et il roula sur le lit, sur moi. Me fit repasser au-dessus de lui. Il me caressait les cheveux, les épaules, le dos avec une grande douceur, et je détestais cela. Je voulais autre chose, fort, violent, qui me fasse sentir à quel point j'étais vivante. J'étais au bord des larmes, et pour ne pas m'en rapprocher, je me mis à remuer des hanches, frottant mon pubis contre son sexe, qui ne tarda pas à durcir. J'ôtai la veste de mon pyjama. Il s'assit en tailleur avec moi au creux de ses jambes. Ses mains étaient crispées sur mes épaules. Je sentais qu'il voulait me repousser, mais je refusais de me laisser faire. Notre premier baiser fut le fruit d'une lutte silencieuse. Aucun d'entre nous ne voulait parler. Il retenait mon visage, éloignait ma poitrine, alors que nous étions tous les deux animés du même désir. Tendant mon cou, je rapprochais mes lèvres de ses lèvres, les atteignis avec de petits coups de langue, animaux, voluptueux. J'étais certaine de ne pas avoir longtemps à attendre. Les mains qui me retenaient, je réussis à les faire glisser sur mes seins. Lorsque ses doigts se refermèrent sur eux alors qu'il poussait un soupir, plutôt un grondement de capitulation, je sus que c'était moi qui avais gagné. Lorsque j'ouvris les yeux le lendemain matin, j'étais seule dans le grand lit. J'avais mal partout, surtout aux cuisses et aux bras. J'y découvrais des bleus. C'était de ma faute. J'avais investi le terrain comme un champ de bataille, avec une fougue désespérée. Si j'avais imaginé qu'un jour, faire l'amour m'apparaîtrait comme un kit de survie dont je devais m'emparer coûte que coûte, je savais que je l'avais marqué moi aussi. Morsures, griffures. Nous avions vécu un inquiétant et troublant moment de folie. Qui avait fait entrer l'autre dans la sienne demeurerait une question sans réponse. D'habitude, j'étais persuadée que la sexualité dévoilait la personnalité mieux que toute autre action. Là, si ce que nous avions vécu était révélateur, ce n'était un bon point ni pour lui ni pour moi. De manière inattendue, je sentis un pincement de désir violent dans le creux de mon ventre, au souvenir de la brutalité avec laquelle il m'avait immobilisée et pénétrée, comme s'il m'en voulait de l'avoir provoqué et de l'avoir amené à ce point de non-retour. En même temps, j'étais malade de honte, regrettant de m'être ainsi laissée aller, et une question tournait dans ma tête. Mais qu'est-ce qui m'a pris ?
Aïe, 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 c'en était fini de notre politesse indifférente de surface. C'en était fini de la petite sœur de la femme de mon meilleur ami. C'en était fini du meilleur ami de mon beau-frère. Malgré tout, l'excitation demeurait en moi, vive, intense, et je ne pouvais m'empêcher de me remémorer la nuit passée. C'était moi, cette chienne en chaleur, et en même temps ce n'était pas moi, impossible. Comment allais-je pouvoir croiser le regard de cet homme? Qu'avait-il pensé de moi? Que pensait-il de moi? Une digue s'était rompue dans ma tête et je m'étais lâchée, sans tabou, mue par mes sens et la nécessité de tenir le désespoir à distance. Non, me répétais-je comme un mantra, je ne me préoccupe vraiment pas de son opinion. Non, je ne serai pas embarrassée devant lui. Oui, je saurais comment me comporter en sa présence. Oh non, j'avais fait une belle connerie. À peine née, ma formule pas magique du tout se mourait. Son contenu s'effaçait de ma mémoire. Il y avait pire. Je croyais savoir ce que j'avais ressenti physiquement, ce qui m'avait poussé à me jeter sur lui, mais mon attitude ne dissimulait-elle pas autre chose de bien plus perturbant? Il y avait ce plaisir infernal que j'avais ressenti. Je ne jouissais jamais lors d'une première relation sexuelle avec un homme. Par altruisme, il m'arrivait de simuler. Il fallait en général que ce soit la 3e ou la 4e fois pour que je me laisse aller au plaisir. Et là, c'était effrayant. C'était comme si mon corps attendait cela depuis des années, cette libération de mes sens, cette dangereuse levée de mes inhibitions. Avec un soupir dégoûté, je me levai. Il fallait que ce soit arrivé avec ce type-là. Aucun bruit ne provenait de la salle de bain, dont la porte était entr'ouverte. Je la poussai. La pièce était vide. Je retournai vers le lit à la recherche de mon pyjama que je mis plusieurs minutes à trouver tant il était entortillé dans les draps. J'enfilai mes vêtements froissés. Je tournai le bouton de la porte, espérant ne croiser personne en quittant la chambre du maître des lieux. Je tendis l'oreille, risquai un coup d'œil. La voie était libre. Telle une voleuse, je bondis et me précipitai vers ma propre chambre. Alors que je poussais un soupir de soulagement, une voix aiguë, pleine de reproches et d'angoisse, s'écria juste derrière moi. « Ah, te voilà, je te cherche partout depuis 1 heure. » Ceci sur un ton possessif qui me fit froid dans le dos et culpabilisé. C'était la petite, Samantha, ma nièce. Elle me regardait avec des yeux débordants d'amour. C'était paniquant. J'avais l'impression d'être l'objet le plus convoité du monde, une espèce de Graal pas sain du tout. Je ne souhaitais pas qu'elle m'approche de trop près. Je sentais la sueur et le sexe à plein nez. Une inspiration me vint et j'enchaînais, aussi sec. « Moi aussi je te cherchais. J'étais dans ta chambre à l'instant, si tu veux savoir. » Je lui effleurai la joue en un geste rapide. « Écoute, ma puce, je prends une douche et je suis tout à toi. Ça marche ?» Elle hocha la tête en me suivant d'un regard triste, avide d'un petit câlin matinal. Bizarrement, car cela n'avait pas de lien direct, je me souvins de ce que me répliquait parfois Tom lorsque je lui disais, alignant une liste d'excellentes raisons, que c'était fini avec un tel. Tu ne peux pas passer ta vie à fuir dès que ça devient sérieux. C'était ce que j'éprouvais, la tentation de partir en courant. Je ne me sentais pas à la hauteur de la tâche qui m'attendait. Il fallait que je m'occupe d'elle. C'était ce que me disaient ses grands yeux, ses lèvres tremblantes de tristesse. C'était ce que me disaient ses bras suspendus à mon cou ou noués autour de ma taille lorsqu'elle m'enlaçait avec détermination et que je devais lutter contre mon désir de la repousser, tant son attachement à ma personne me faisait peur. J'avais envie de lui dire qu'il ne fallait surtout pas qu'elle compte sur moi, que je n'étais pas la bonne personne pour ça, que je n'étais pas capable de la porter, de la supporter. Mon égoïsme m'estomaquait, je m'en voulais. Je savais pourtant que c'était moi maintenant la grande sœur, que le rôle qu'avait joué Lisa dans mon existence, le destin m'obligeait à le jouer pour sa fille. Je sentais bel et bien le fauve, une odeur brute inhabituelle. Je me douchais rapidement. Une fois habillée, j'enlaçai ma nièce et l'embrassai sur les joues en lui faisant des chatouilles. Elle se mit à rire et cela me rassura sur la façon dont elle parviendrait à surmonter sa douleur. Nous descendîmes, main dans la main, pour aller prendre notre petit déjeuner. C'était la 3e journée que je passais dans cette belle ville-là. Un copieux petit déjeuner avait été dressé à notre intention sur une table au bord de la piscine, dont l'eau miroitait sous les rayons du soleil. Il faisait déjà chaud. Comme la veille et l'avant-veille, je regrettais de ne pas avoir de maillot de bain. Et puis,
La pensée me vint, à la manière d'un personnage de dessin animé, quand il a une idée qu'une grosse ampoule s'allume au-dessus de sa tête, que je pourrais aller m'en acheter un. La gouvernante, une femme d'une 50aine d'années, très grande, quelque peu massive, à l'air distant mais avec dans la voix une certaine bonhomie, vint au-devant de nous et nous demanda si nous souhaitions plutôt manger à l'intérieur. J'avais noté que son regard s'adoucissait, se faisait tendre dès qu'il se posait sur Sam. Non, non, dis-je très vite, car elle me mettait, je ne savais trop pourquoi, mal à l'aise. Peut-être parce que je n'aimais pas me faire servir. Tout est parfait. Elle nous proposa des œufs. Samantha fit une mousse significative en commençant à étaler une épaisse couche de confiture de cerise sur un énorme toast. En dépit des circonstances, elle n'avait pas perdu son solide appétit. J'hésitais, tandis que Lucie m'énumérait un nombre impressionnant de façons de préparer ce qui sort de l'intimité de la poule. À la coque, à la russe, à l'américaine, au foie de volaille, aux fines herbes, aux tomates, brouillées, cocottes, dures, frites au bacon, mollets, pochés sur le plat. Modestement, j'acceptai un œuf à la coque. Elle me lança un regard profondément déçu par tant de simplicité qui me fit me recroqueviller sur ma chaise. Puis elle s'éloigna vers la cuisine. Ce fut, alors que je salais et poivrais mon œuf, que j'eus une vision, une sorte d'enseigne clignotante aux lettres géantes, écarlates, d'au moins 30 mètres de hauteur. Préservatif. Nous n'en avions pas utilisé. Pire, alors que c'était contraire à mes habitudes les plus ancrées, je n'y avais pas pensé, pas l'ombre d'une seconde. Moi, qu'obsédait la crainte d'une maladie sexuellement transmissible, moi qui observais les nouveau-nés fripés en masquant difficilement une crainte doublée d'une espèce de dégoût et refusais de les prendre dans mes bras, soi-disant par peur de les laisser tomber. Moi qui n'envisageais pas d'être mère avant ma 40e année. N'ayant pas de partenaire attitré depuis plusieurs mois, je ne prenais pas la pilule et le risque était réel puisque j'étais en plein milieu de mon cycle. Une idée fixe se mit à tourner dans ma tête. Il fallait absolument que j'aille à la pharmacie. Il me fallait absolument cette pilule du lendemain dont ma gynéco m'avait vanté les mérites et qui était délivrée sans ordonnance. Et puis, il faudrait que je fasse un test. Bon Dieu, il lui arrivait d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Mais qu'est-ce qui m'avait pris d'être aussi inconsciente? Moi qui gardais la tête froide dès qu'il s'agissait de ma santé. Je mis tout cela sur le compte du choc, mais il avait bon dos le choc. Que se serait-il passé si, en plus, j'avais fumé? Qu'aurait-il pu se passer de pire d'ailleurs? Oh là là, mon poussin, je vais être obligée de te laisser une petite heure. J'ai une course urgente à faire. J'avais complètement oublié. Elle me lança un regard qui me transperça le cœur. Elle reposa son bol de chocolat avec lenteur, tandis qu'au même rythme, ses yeux qui restaient accrochés aux miens s'emplissaient de larmes. « Oh, ma chérie, ne pleure pas, c'est juste pour une petite heure minuscule, c'est rien du tout. Vraiment, je serai de retour très vite, c'est promis. » Un sanglot me répondit. Je savais exactement à quoi elle pensait. Pendant de nombreuses années, j'avais éprouvé l'angoisse irrationnelle de perdre les gens auxquels je tenais s'ils disparaissaient de ma vue, ne serait-ce qu'un instant. Je m'étais battue de toutes mes forces contre elle. Pourtant, elle était présente en moi, un fantôme qui attendait le moment propice, et qu'il avait d'ailleurs trouvé, pour recommencer à me tourmenter. Depuis l'accident qui avait coûté la vie à ses parents, elle faisait des cauchemars qui la réveillaient chaque nuit, hurlante et trempée de sueur. Des cauchemars dont elle ne gardait aucun souvenir. Je me levai, la pris dans mes bras avec amour et la serrai contre moi. Je trouvais les mots pour la rassurer. J'avais l'impression, en cette période de crise, qu'un autre moi-même, que je ne soupçonnais pas, prenait parfois le relais. Je trouvais cela à la fois rassurant et un peu effrayant de me mettre ainsi sur pilote automatique. Après le petit déjeuner, je demandai à Lucie de m'appeler un taxi. Samantha insista pour m'accompagner, mais je refusai, lui promettant de lui ramener une surprise, tout en me disant « Elle a déjà tout, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui acheter ?» J'entendis dans ma tête la voix de la raison. « Je te rappelle que tu es déjà à découvert. » J'allais me faire un plaisir de ne pas l'écouter, bénissant celui ou celle qui avait inventé la carte bleue à débit différé. J'aspirais à un peu de solitude,
loin de cette maison, loin de la petite, afin de me retrouver avec moi-même. J'ajustais mes lunettes de soleil et m'installais à l'arrière du taxi, me laissant aller sur le siège en cuir. Je doutais d'être de retour dans le délai que je m'étais imparti, tant j'éprouvais une sorte de soulagement à m'éloigner quelque peu des lieux et des êtres qui concrétisaient ma douleur. Si je m'étais écoutée, j'aurais dit au chauffeur de prendre l'itinéraire de son choix et de rouler à toute allure sans se soucier de la destination. La vision des paysages défilant à travers les vitres m'aurait bercée et je me serais endormie d'un sommeil profond, libérateur. Au lieu de cela, je fis ce que j'avais à faire, acheter un maillot de bain rigolo avec ses motifs aux couleurs fruitées, trouver à peu près le même pour Samantha, ainsi qu'un parfum à la senteur chocolatée. Je m'étais précipitée. J'aurais aimé croiser une ancienne relation, ce qui m'aurait peut-être incité à ralentir le rythme. Je pris de nouveau un taxi, rentrai, inexplicablement épuisée. Cela m'avait pris 1 heure, exactement. Samantha guettait mon retour et ne me lâcha plus d'une semelle durant le reste de la journée. Elle fut contente de ses cadeaux et s'aspergea si généreusement du parfum que, bientôt, nous sentîmes toutes deux le cacao sirupeux. Le maillot de bain lui fit plaisir et dès qu'elle l'eut enfilé, elle courut piquer une tête dans la piscine naturelle qui faisait du jardin un endroit à part où le végétal et le minéral s'enchevêtraient harmonieusement. Sam était persuadé que parmi les grenouilles qui vivaient là, il y avait un prince charmant qui attendait d'elle un baiser. À son aise dans l'élément aquatique, elle adorait se baigner et nager comme un poisson depuis ses 4 ans. David avait été son professeur de natation attitré. Lisa était bien moins amie avec l'eau. J'avais oublié les traces de ma nuit agitée sur ma peau et je dus inventer une chute récente pour les justifier. Tandis que je nageais pour la première fois dans ce genre de piscine, ravie de ne pas avoir à traîner ensuite pendant des heures l'odeur du chlore, je pensais à l'accident. Ils avaient décidé sur un coup de tête de partir aux Antilles. Leur île de prédilection était Cuba. Ils en avaient déjà fait maintes fois le tour. L'avion qui les transportait de Santiago de Cuba à la Havane s'était craché au centre de l'île. Ils n'auraient pas dû décoller car il y avait un avis de tempête. Les conditions météorologiques étaient défavorables. La force du vent, bien trop élevée. L'avion avait envoyé un appel de détresse avant de s'écraser au sol. Les équipes de secours devaient utiliser des pelles mécaniques pour atteindre l'épave, tant la végétation était touffue à cet endroit. Nous n'allions sans doute pas tarder à recevoir un appel nous informant que l'on avait retrouvé les corps des victimes. Je me laissais couler au fond de l'eau douce, puis me mis à nager avec vigueur pour tenter de chasser les images qui envahissaient mon esprit. Qu'est-ce qui leur avait pris de monter dans cet avion ? Fallait-il qu'ils soient totalement inconscients ou qu'ils aient une foi inébranlable en leur bonne étoile ? Lisa avait dû hésiter, j'en étais sûre, mais David, casse-cou comme il était, l'avait sans doute convaincu qu'il ne risquait rien, qu'il suffisait de faire confiance au pilote. C'était son métier, non ? Dire qu'en d'autres circonstances j'aurais été si bien dans ce lieu paradisiaque, sous le soleil, à en profiter, à me vider la tête. Mais à quel autre moment Anton m'aurait-il invité ici ? Je n'étais pas plus son genre qu'il n'était le mien. Notre aventure d'un soir n'était née que de ces circonstances dramatiques. Elle n'avait aucun autre fondement. Auparavant, il n'avait pas manifesté de curiosité ou d'intérêt à mon égard. Il maintenait entre nous une distance savamment mesurée. Et pourtant, je pensais à ce qu'il m'avait dit, sans doute parce qu'il avait un peu trop bu. Depuis combien de temps ces qualificatifs lui tournaient-ils dans la tête ? Devais-je en conclure que je faisais partie de ses rêveries érotiques, autant qu'il faisait partie des miennes ? Alors que je n'étais pas bouddhiste, je m'étais fait cette réflexion en réglant mon achat à la pharmacie. Et si je tuais une réincarnation de Lisa ou de David en avalant cette pilule ? Il y en avait d'ailleurs 2 à prendre à 12 heures d'intervalle, et le risque demeurait puisque cela ne marchait que dans 75% des cas. Je fis une pirouette dans l'eau et mon nez me picota. Allez, j'y penserai si je n'avais d'autre choix. Comme le petit déjeuner, le déjeuner eut lieu à l'extérieur. La journée était magnifique et incitait au farniente. On aurait dit des vacances forcées. C'était une situation déstabilisante.
Le temps aurait dû s'accorder à notre humeur, au lieu de nous narrir ainsi et de nous donner envie d'être heureuses. Après le déjeuner, nous fîmes la sieste, dans ma chambre, la porte-fenêtre grande ouverte sur le balcon. La vue était belle. Je pouvais admirer le jardin dessiné par un paysagiste choisi par la mère d'Anton. Je me souvenais de ce détail. Lisa l'avait souligné alors qu'elle en faisait une comparaison avec son propre jardin. À quelques kilomètres, la mer dansait sous le soleil. Une légère brise soufflait. La température était idéale pour s'assoupir. Samantha s'endormit avant d'avoir fini de me raconter, d'une voix qui me berçait, des anecdotes concernant les élèves de sa classe, auxquelles je répondais par des murmures d'assentiment, alors que je ne suivais que vaguement le fil de son monologue. Elle s'endormit tout contre mon épaule en me serrant la main. Apaisée par le bruissement de sa respiration régulière, je rattrapais bien vite l'avance qu'elle avait prise et plongeais à mon tour dans un sommeil réparateur. Nous nous étions couchés vers 14h et je me réveillais à 17h08, sidérée d'avoir dormi aussi longtemps. Samantha continuait à en écraser, méchamment. Je remarquais dans l'entrebâillement de la porte que je croyais avoir fermée 2 yeux inquisiteurs. Ils accrochèrent les miens et je retins mon souffle. C'était lui, évidemment. Bon, si je réagissais ainsi à un seul regard, cela signifiait que j'étais mal barrée. Je me détournai et feignis de me rendormir en espérant qu'il s'éloignerait, ce qu'il fit. La situation me paraissait délicate à gérer. J'étais E.T. l'extraterrestre. Je ne désirais qu'une chose, rentrer chez moi. Je me levai doucement, me rendis sur le balcon où je traînais un moment, retardant l'instant où il faudrait bien sortir et affronter le monde réel, à savoir le type avec lequel je m'étais envoyé en l'air au petit matin et dont un heureux événement avait peut-être l'intention d'établir un camping dans mon ventre en dépit de mes mesures d'urgence. Mon téléphone portable se mit à sonner. Je me précipitai vers la table de chevet sur laquelle je l'avais posé, m'emparai de l'engin, décrochai et sortis de la pièce. Samantha ne s'était pas réveillée. « Ouais, dis-je. Ah, ça, c'est élégant comme accueil. Ah, c'est toi. » Sur un ton peu amène, je dois l'avouer. « Ah, ça fait plaisir comme accueil. »« Ah, c'est toi, repris-je, faisant l'effort d'être enjouée et ravie d'avoir au bout du fil Henri, avec qui je sortais de temps en temps, qui m'appelait toutes les semaines depuis plus d'1 an et qui était persuadé que nous étions faits l'un pour l'autre malgré nos rencontres toutes platoniques, pas même le commencement d'une miette de bisous sur les lèvres. Que dire d'Henri ? Le genre de garçon que l'on n'a pas honte de présenter à ses parents. Bonne situation, conseiller financier adepte de jolies commissions qui veut être directeur d'agence à la place du directeur d'agence. Belle voiture, propriétaire de son appartement, faisant des placements sûrs pour se préparer une belle retraite. Fiable, sportif, jogging 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque fois, et pendant les vacances selon la saison, planche à voile, kayak, ski. Intelligent, de la conversation, laissant un peu à désirer côté humour, mais plutôt beau gosse. Alors me direz-vous, qu'ai-je donc contre ce beau parti ? Pourquoi n'acceptais-je pas ces avances bien intentionnées, répétées et obstinées ? Un petit détail qui vous permettra d'apprécier à quel point je peux être sensible aux petits détails. Henri zozote, légèrement certes, car un orthophoniste est passé par là. Cela ne se remarque pas immédiatement, mais une fois que j'ai remarqué ce type d'élément, je ne peux m'empêcher de le remarquer, et de le remarquer, et de le remarquer jusqu'à ne plus être attentive qu'à cela. Certaines de mes amies, les rares qui aient perçu ce zozotement, ont trouvé que cela mignon. Ça lui donne un air de petit garçon et c'est tellement discret, et puis il a tant de qualités. Je cherche vraiment la petite bête, mais rien à faire. Ma peau se hérisse à l'idée qu'en plein acte, il me chuchote « Je t'aime » à l'oreille, car c'est dans les moments de tension ou d'excitation que le défaut se réveille. Pour en avoir le cœur net, à notre 2e rendez-vous, j'avais mis ma robe à bretelles au décolleté de tueuse, celui qui dévoile le fameux grain de beauté dont je ne suis pas peu fière, et m'étais intentionnellement penchée vers lui à un certain nombre de fois. J'avais vérifié que l'émotion le faisait effectivement zozoter.
J'avais par conséquent rayé Henri de la liste des partenaires potentiels, me faisant huer par les amis précités, car la plupart du temps, je ne sais pas comment il s'y prenait, mais lorsqu'il m'appelait, j'étais en compagnie d'une de celles qui le tenaient pour l'homme à côté duquel j'étais en train de passer, et j'aurais des regrets dans quelques années, et alors il ne faudrait pas venir pleurer sur l'épaule de qui que ce soit. Ah non, ça il n'en était pas question. Et on récolte ce que l'on sème, et bla bla bla. Et ça se disait des amis. Tom m'a appris la mauvaise nouvelle. Toutes mes condoléances. Comment vas-tu ? Me demanda-t-il avec sa gentillesse coutumière. Son défaut de prononciation était, à mon avis, plus notable au téléphone. Je me traitais d'idiote en lui répondant que je faisais aller. Si tu cherches quelqu'un à qui parler, une épaule pour pleurer, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, je suis là, d'accord ? Ok, murmurai-je, la gorge serrée par l'émotion. Gentil, tu parles ? Un ange, oui, sensible, délicat, attentionné, et je n'étais pas que l'ombre de la reine des trouillardes. Quand il s'agissait d'engagement, Tom avait bien raison. Merci, Henri, c'est normal. Tu sais ce que tu représentes pour moi. Non, pensais-je, pas maintenant, par pitié, une autre fois. Voilà, je tenais à te dire ça. Je t'embrasse bien fort. Merci, au revoir, dis-je d'une petite voix impressionnée. Il avait franchement dit « the » dans sa dernière phrase, et je n'avais pas trouvé cela désagréable à entendre. Je descendis l'escalier en me grattant la tête. Je me sentais reposée et euphorique d'inspirer ce genre de sentiment à quelqu'un qui avait l'air d'en valoir la peine. Mais bon, inutile de me raconter des histoires. Je n'aimais pas les hommes à l'air trop sages. Je les préférais un peu spéciaux, sinon je m'ennuyais à mourir. Il faudrait que je lui remette une énième fois les points sur les i. Je me préparais à aller faire une petite balade dans le jardin de la taille d'un stade, histoire de me dégourdir un peu les jambes, lorsque mon hôte surgit devant moi à la manière d'un vampire dans un film d'horreur. Tout à fait le style d'individu que je trouve craquant. Comme cette nuit, il était tout de noir vêtu et vachement sexy. Son parfum me rappela des souvenirs et j'étais partagée entre l'envie de me scotcher à lui et celle de faire demi-tour. Incapable de le regarder dans les yeux, je fixais son nœud de cravate, prise d'une féroce envie de le défaire avec mes dents. « Bonjour. » « Bonjour, » répondis-je sur un ton que je voulais identique, c'est-à-dire plutôt détaché. Mais je sentais bien que cela ne fonctionnait pas. Il attendait, silencieux. Alors, je me décidai enfin à le regarder en déglutissant péniblement. Si seulement il n'avait pas eu ce drôle de petit sourire mélancolique, je me serais contentée de ce salut et serais sortie en marmonnant une phrase incompréhensible. Mais cette expression inhabituelle sur son visage me désarçonna. Et pire, il se pencha vers moi pour m'embrasser, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. À la dernière seconde, alors que je préparais mes lèvres à se baiser, il se ravisa, me prit par le bras d'une main ferme et m'entraîna. Estomaqué, je me laissai faire. Nous nous retrouvâmes dans ce qui semblait être son bureau. Un piège à deux égards. Premièrement, nous étions seuls dans un espace clos. Deuxièmement, les rideaux étaient restés fermés toute la journée et il régnait là une fraîcheur des plus tentantes. La pièce était meublée de cuir noir et d'acajou. Une légère odeur de cire flottait dans l'air. Une reproduction soignée de la petite danseuse de Degas trônait sur la table de travail. En face, sur le mur, il y avait un tableau qui attira et retint mon attention. Un portrait, celui d'une femme. Le peintre était un voleur, un violeur, les deux à la fois. Il avait su capter sur la toile un élément que, faute de mieux, j'appellerais l'âme de son modèle. Un mélange de sensualité brute, une sorte d'animalité, une détermination arriviste, et derrière tout cela, une nuance qui frisait le désespoir. Si ce que je voyais correspondait bien à la réalité, à la place de cette femme, je n'aurais pas accepté de me dévoiler ainsi. Le tableau était récent, et je crus en reconnaître le style, mais ce ne fut que plus tard que je pus vérifier la signature de l'artiste, Alois Kowalski. Drôle de coïncidence, c'était le nom de l'un de nos voisins dans la résidence que nous partagions, Tom et moi, avec d'autres artistes. Je fus vite arraché à ma contemplation. Sans un mot, Anton s'était mis à m'embrasser tout en me déshabillant. Je goûtais de nouveau sa salive.
Je m'aperçus que j'avais espéré cela toute la journée et que mon désir était partagé. Avant que mon cerveau ne se mette sur pause, je réussis à lui demander d'une voix haletante s'il avait des préservatifs. Il en sortit de sa poche. Je ne devais pas être la seule à avoir cogité sur la procréation et les maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui. J'avais l'impression que le portrait ne nous quittait pas des yeux. Aussi fermai-je les miens. Nous fîmes l'amour vite, brutalement et le plus silencieusement possible. Debout, moi, le dos plaqué contre le mur, les jambes enroulées autour de lui, m'accrochant à lui, comme s'il était mon unique planche de salut. Durant tout mon premier séjour chez lui, nous prîmes cette habitude. Si l'opportunité se présentait, en fin d'après-midi, il m'entraînait dans son bureau, et chaque nuit, j'allais le rejoindre dans sa chambre. J'avais beau tenter de me raisonner, j'avais l'impression d'être devenue accro au sexe. Il me fallait ma dose pour parvenir à conserver un équilibre suffisant et tenir la journée suivante. Le reste du temps, nous faisions comme si de rien n'était. J'évitais de le regarder, de le frôler. Nous nous parlions à peine et nous continuions à nous vouvoyer. Autrement dit, n'importe quel individu avec un minimum d'intelligence se serait très vite aperçu qu'il se passait quelque chose entre nous. Des domestiques et une cabine de 10 ans, en l'occurrence. Je ne vivais que pour ce moment où nous nous retrouvions, où chacun savait donner à l'autre ce qui lui était devenu nécessaire, pour ce moment où mon existence se réduisait à ressentir, à transpirer, à jouir dans une impudeur bienfaisante. Je passais 15 jours à la villa cette fois-ci. C'était le temps que m'avait accordé le patron de la librairie où j'exerçais mon absence de talent d'employée polyvalente. Enfin, j'exagère, j'avais un certain mérite. C'était la première fois que je parvenais à conserver un emploi plus d'1 an. Les autres fois, toutes sans exception, je m'étais fait virer. Tom disait que je le faisais exprès, que c'était un compromis entre le désir et la défense. Je l'avais regardé avec des yeux ronds la première fois qu'il m'avait sorti cela. Tom avait tout lu Freud et tout compris. Il justifiait cette boulimie de connaissances psychanalytiques en disant qu'il s'intéressait à son prochain et voulait l'aider. En réalité, selon moi, c'était surtout parce que ses parents étaient des tordus et qu'il était en quête de sens. Il était fils unique, son père était subexistant et sa mère était la proie d'une névrose obsessionnelle. Lorsqu'elle venait chez nous, elle se mettait à faire le ménage d'une manière systématique, traquant le moindre grain de poussière. Elle passait la porte, entamait une conversation, tout ce qu'il y avait de plus normal, mais ses yeux brillaient d'une étrange lueur, celle du chasseur. Ils analysaient chaque centimètre carré de la pièce dans laquelle elle venait de pénétrer, et elle se mettait à l'ouvrage comme si de rien n'était, sans dire un mot. J'avais fini par abandonner mes polis. « Mais non, qu'est-ce que vous faites ? Je veux m'en occuper. Laissez ça, s'il vous plaît. » Je m'en tordais les mains de découragement, jusqu'à ce que Tom me dise qu'il fallait laisser courir. Elle avait un don pour repérer où se trouvaient les produits d'entretien que j'avais plus d'une fois tenté de lui dissimuler. Elle les sentait. Après son départ, l'appartement ne nous ressemblait plus. On aurait pu manger sur la lunette des toilettes tant elle avait été désinfectée. Et j'osais à peine y poser mes fesses, car je trouvais cela presque sacrilège. Pour tout dire, ces visites m'enchantaient. J'aimais les espaces propres, mais bien moins les rendre propres. Je faisais la plupart du temps, sauf, allez savoir pourquoi, en période de déprime, du nettoyage de façade. Tom, lui, faisait de son mieux pour que nos lieux de vie communs n'aient pas des allures de porcherie. Mais dans sa chambre, il luttait contre le traumatisme en entretenant un désordre chaotique. Comme cadeau, sa mère nous ramenait parfois sa dernière découverte en matière de nettoyage, le dernier produit miracle auquel aucune tache de gras datant de plusieurs mois ne résiste. Super machin, mieux que Monsieur Truc à la fraîcheur très fraîche et au parfum pas synthétique du tout. Sentez-moi ça, mon petit. Tom disait que son cas s'était aggravé avec les années. Pourtant, enfant, il avait vécu dans un univers si aseptisé qu'il était devenu hypersensible à la poussière et aux acariens, y ayant été trop insuffisamment exposé. Mais, selon lui, la pathologie de sa génitrice était presque supportable à cette époque.
en dépit des crises qu'elle piquait lorsqu'il sortait ses jouets de leur boîte et les éparpillait dans toute la maison. Il adorait faire cela, ainsi que rentrer avec des chaussures pleines de boue et laisser des empreintes sur des tapis immaculés. Pour en revenir à mon job, je réussissais à le conserver car mon patron passait sur tous ces petits détails que je ne désirais à l'époque de mon embauche, au fond pas corrigés et qui ne pardonnent pas. Retard, pause à rallonge, départ anticipé pour des raisons toutes plus urgentes les unes que les autres. Il y a une vie après le travail. Mince, oups, j'ai encore confondu après et pendant. Tout cela lui importait peu. Il avait ses propres critères d'exigence que l'on ne retrouverait dans aucun guide de préparation d'un entretien d'embauche. Il se moquait de l'heure à laquelle j'arrivais et de celle à laquelle je partais, à condition que les rayons soient rangés et postés, que je porte les vêtements de la couleur qu'il m'avait indiquée, j'avais un planning hebdomadaire à respecter, que je reçoive les clients avec le sourire, quel que soit leur degré d'étrangeté, que les inventaires soient faits, qu'il ne manque rien dans la caisse ni dans la vitrine, car il vendait également des jeux de tarot, des pendules, diverses amulettes ainsi que de lourds bijoux en argent. Que je n'oublie pas d'arroser ses plantes vertes, une véritable jungle de ficus, de yucca et un cocotier nain, de remplir la bouilloire pour le coin lecture avec du thé aux herbes infectes à boire à volonté, enfoncé dans un fauteuil vert avachi qui sentait un peu le moisi. Que je choisisse moi-même le menu du déjeuner et surtout règle numéro 1 à ne transgresser sous aucun prétexte, que j'évite de lui adresser la parole et de le toucher. Nous communiquions par petits mots dans un cahier à la couverture en feuilles de banane, cousu main. Il en fabriquait lui-même le papier marbré de fragiles fibres végétales. Ce job m'allait plutôt bien, et pardonné à l'avance de mes énormes défauts de mauvaise salariée, ils s'atténuèrent peu à peu. Je travaillais 5 jours par semaine et j'arrivais au mieux avec un petit quart d'heure de retard et repartais au pire avec une petite demi-heure d'avance sur mes horaires officiels sans avoir à m'en justifier. C'était Tom qui avait découvert l'annonce laconique dans le quotidien qu'il épluchait chaque matin de la première à la dernière page. Recherche employé polyvalent pour librairie ésotérique dans le 6e. Suivait un numéro de téléphone. Il m'incita à appeler. J'étais moins que motivée, mais les allocations chômage que je percevais étaient si maigres que je n'avais pas le choix. De plus, je me refusais à contacter Lisa en cas de dèche. C'était ma règle d'or. Je ne lui demandais pas d'argent, mais acceptais lorsqu'elle m'en proposait. Et puis, une librairie ésotérique, ce serait certainement plus sympathique que le sinistre cabinet de notaire d'où je venais de me faire virer pour l'un des motifs cités plus haut, ou les 3 réunis, je ne sais plus. Rufus me fixa rendez-vous à la librairie même. Il avait une drôle de voix très grave, forcée et un accent que je pensais au début espagnol. Il m'apprit un jour, car si je ne devais pas chercher à converser avec lui, l'inverse n'était pas de mise, qu'il avait une malformation des cordes vocales. C'était un curieux personnage. Tout d'abord, je fus frappée par sa beauté. Il approchait la 50aine mais avait l'air d'avoir 30 ans à peine. Seuls ses cheveux grisonnants trahissaient son âge tout en ajoutant à son charme. Je lui trouvais un air hautain. Il avait la prétention de celui qui sait, ou du moins croit savoir. Il était fin, élancé, gracieux, s'habillait avec distinction. Son père était brésilien. Sa mère était originaire du Japon, née au Brésil de parents qui avaient immigré là-bas dans les années 50. Il tenait cette boutique depuis une petite dizaine d'années. Il était venu en France pour étudier la psychologie et était tombé amoureux du pays. Il avait décidé de s'y installer et avait ouvert un cabinet de voyance, puis cette librairie. Ce don, il disait en avoir hérité de sa grand-mère paternelle. Elle connaissait le pouvoir guérisseur des plantes, communiquait avec les morts et savait prédire l'avenir. Rufus pouvait à certains moments se confondre avec les murs, être transparent, sans personnalité. À d'autres, il envahissait l'espace, étant plus que présent, étouffant,
à l'affût de tout, avec une sensibilité accrue à mon égard. Il me balançait des prédictions qui, à quelques détails près, parfois, je dois bien l'admettre, s'avéraient fausses. Au fond de la boutique, il avait installé son cabinet de consultation. Mais les deux espaces étaient indépendants l'un de l'autre, chacun possédant son propre accès. Il recevait sa clientèle, à partir de 18h jusque tard dans la nuit, uniquement sur rendez-vous. J'étais effarée par le nombre de gens prêts à payer une petite fortune pour savoir de quoi serait fait leur avenir, plutôt que de se donner les moyens de le construire. Grâce à eux, j'avais des primes en fin d'année et à l'approche des vacances. Aussi, espérais-je que leur naïveté perdure. Antod. J'ai été sidérée qu'elle fasse ça. Sidérée, mais ça ne m'a pas coupé mes effets, bien au contraire. On aurait dit que c'était ma première fois. C'était la première fois que je le faisais comme ça, en tout cas. La première fois qu'une femme m'utilisait ainsi. Elle m'a baisée. Je ne trouve pas d'autre mot qui puisse convenir pour cette première fois. J'étais persuadée que si une femme se comportait ainsi avec moi, cela en ferait disparaître tout attrait. C'est bel et bien l'effet inverse qui s'est produit. J'en ai redemandé. Après, ça a été différent, mais aussi plaisant. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de massue sur la tête. Je croyais que ma tête était en acier et je m'aperçois qu'il n'en est rien. Pourquoi je ne l'appelle pas alors que l'envie de le faire m'a collé un bouton de fièvre ? Parce que j'ai la trouille.